Nous sommes de retour. Alors, chers amis, on parlait à l'instant un peu en antenne des agences de notation. Cela a été lancé par René, qui, forcément, vous savez, en Europe, les agences de notation notent les différents pays en fonction de votre situation financière, votre situation économique. Vous êtes donc noté. Et c'est aussi un élément que regardent les instances financières pour pouvoir financer. Et pour augmenter les taux de prix. Augmenter les taux. C'est le contexte en France, c'est le contexte en Europe, le contexte en France. En Europe, dans le monde. Dans le monde. On regarde votre note et on vous... Et là, vous avez... Et on indique... le niveau les taux d'intérêt sont indexés sur cela. Alors, le président Macron, dans ses analyses, sa manière de voir l'état de la France, d'approcher la réalité économique de la France, se dit que voilà, un pays endetté, avec une situation de la sécurité sociale qui est extrêmement préoccupante, on va inévitablement, pas forcément à court terme, peut-être à moyen et à long terme, vers une situation qui ferait que les emprunts coûteraient très cher à la France. Et que, par conséquent, pour éviter que notre progéniture ait à financer des prêts, à rembourser des prêts à très haut niveau, très important. Donc, on va essayer d'abord d'assainir la situation en jouant sur les éléments de retraite pour permettre de construire des lendemains meilleurs pour nos enfants de demain. Suis-je dans l'erreur, à travers ma façon de comprendre la réalité de sa politique ou pas? Non, c'est pas l'erreur, mais il y a plusieurs raisonnements. Bon, Macron, c'est un financier. Donc il est tout à fait dans cette économie-là. Ça veut dire qu'il y a deux choses qu'ils ont dans la tête quand ils voient l'économie. Ils voient l'aspect financier, ils ne voient pas l'aspect politique, ils ne voient pas l'aspect économique, ils voient l'aspect financier. Et l'aspect financier aux États-Unis. D'ailleurs, entre parenthèses, en termes de dette, c'est les États-Unis qui sont les plus endettés de tous les pays du monde. Champion du monde. Puisque leur dette souveraine est détenue par les Chinois, entre parenthèses. Oui, bon. Et ils sont incapables de voir le propre jeu des banques chez eux. Donc ils ont beau jeu de donner des indices de notation pour l'Europe. Macron, pour comprendre Macron, mais je ne vais pas être trop long, deux aspects, ce que les Américains appellent le management by figure. C'est-à-dire le management par des chiffres. Le management par des chiffres, par des courbes, etc. McKinsey, les consultants aux États-Unis, c'est ça. Donc on abstrait tout le fonctionnement à travers un certain nombre de chiffres, et de ces chiffres-là, on tire des algorithmes, et des algorithmes, on tire des plans d'action. L'approche modélisée. Donc, voilà. Donc, keynésienne et modélisée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun impact. Les faits sociaux, les événements sociaux, les faits culturels, les faits politiques, ça leur échappe complètement. Or, on sait pertinemment que le marché, il est ce qu'il est, mais il n'est pas nul, il n'est pas nu. Il est marché de clients, marché de services, marché de fonctionnement. Donc, on est dans quelque chose qui est une vision abstraite, comment on appelle ça, économétrique de la société, mais qui n'est pas le réel. Pas le réel. Voilà. Ouais, c'est pas la dimension humaine n'y est pas. La dimension humaine, tous les processus dynamiques qui rendent compte de la réalité des mouvements de la vie, de la société, n'y sont pas, et à chaque fois, ils sont couillonnés par la même chose. On revient, on continue, on revient à René, à Nico directement. Oui, on laisse l'espace à Nico, sinon on va réagir. Jean, oui. Raymond, René, ok. Oui, Nico. Alors, oui, Nico, tu nous as entendu, la situation maintenant, le poids des agences de notation, la réalité en France, l'approche du futur à travers, dans la tête du président actuellement en poste, président de la République. Alors, ça suscite des questions et on a envie d'entendre, Nico. Oui, je pense que, et ça a été dit avant moi sur le plateau, cette réforme-là, c'est une réforme financière. C'est grave quand même de s'attaquer à la retraite qui est vraiment le centre de la vie sociale, la vie des gens, et qui en France s'assoit sur un système très ingénieux de solidarité de génération entre les générations qui donne du sens en fait, pour pouvoir réformer au nom de la finance. Moi, on ne peut pas y arriver. On peut pas y arriver. C'est pas compatible. Les deux logiciels ne sont pas compatibles. On aurait pu croire, et moi je désespère, qu'un jeune président brillant à l'heure du monde aurait pu penser
un nouveau système, hein, qui ménage peut-être la chèvre et le chou, mais un nouveau système, quelque chose d'autre qui joue ailleurs. Et malheureusement, il est réduit à faire les mécaniciens dans le paramétrique. Alors que peut-être, bon, on aurait été pour ou contre, s'ils nous avaient posé du systémique, hein, comme après la refondation de la France après la Seconde Guerre mondiale, les gens ont posé quelque chose de nouveau. Bon, on attendrait qu'un jeune président pose quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas le cas. Et c'est clair que Macron, il est plus, à mon avis, ingénieur abstrait que mécanicien. Et tant qu'il fera de la mécanique paramétrique, il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Bon. Donc, c'est de lui dont il faut se débarrasser symboliquement. Une deuxième chose, par contre, sur l'avenir demain, moi, j'appelle, et je ne suis pas le seul à le faire, le retour des gens, le retour des peuples, le retour de la société civile, voilà, autour de choses simples, comme la justice. Voilà, on comprend, tout le monde comprend la justice. C'est juste, c'est pas juste. C'est pas de droite, c'est pas de gauche. C'est juste ou c'est pas juste. C'est populaire, c'est pas populaire. Ça nous intéresse, ça nous intéresse pas. On comprend pas. On fait avec nous, on fait sans nous. C'est les critères abordables, compréhensibles pour remettre les peuples en marche. Parce que somme toute, tous ces bitins à ça. C'est quand même, normalement, c'est pour le peuple et par le peuple quand même. Hein? Faut pas oublier ça. Et j'en finirai pour dire une chose aux enfants qui nous écoutent. De Gaulle en 62 est embarrassé avec Monnerville et le Parlement. Oh, il passe à quatre pour faire ses bougasses, surtout avec comment dire, ce coloré guyanais. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour avoir de la légitimité? Il crée une modification de la Constitution pour que le peuple vote pour lui, pour assurer sa légitimité. Et pour le faire, et Raphaël a employé le mot forfaiture, c'est le mot employé par Monnerville pour qualifier De Gaulle. De Gaulle commet une forfaiture, c'est-à-dire qu'il viole la Constitution pour être élu, lui, par référendum. Et ça, c'est l'article 11. Bon. Aujourd'hui, l'article 11, c'est le même article dans lequel il est un peu modifié depuis 2008, je pense, qui permet le retour du référendum d'initiative populaire. Il faut que la France comprenne qu'il faut que le monarque républicain, Macron, cède un peu, donne du lest à la démocratie populaire. Il faut un référendum sur la question de la retraite. Et il faut que le référendum d'initiative populaire soit mis sur pied. On a besoin de deux choses pour le faire. Non, trois. Deux choses, je dirais la troisième. On a besoin de 5% des parlementaires, 185 parlementaires. On a besoin de 10% des votants, 5 millions de votants. Et on a besoin que le président accepte de faire le référendum. Les deux premières conditions vont être remplies, je pense. La question, c'est est-ce que le président va accepter de faire le référendum? Je crois qu'il se grandirait, de se rapprocher du peuple, de l'écouter, à faire comme ça. Parce que ce qu'il faut, c'est le retour du peuple, c'est le retour des gens. Et c'est ça qui manque. Jean, G-E-L-S. Retour de Jean. Merci. Retour des gens, c'est Zemmour. Merci, Nico. Alors, avant de venir à René, j'ai tellement envie d'entendre la réaction de Raymond Ramaille. Quand on voit Ramaille, qu'il était bon pour le financement du Covid par le quoi qu'il en coûte. On l'a vu, tu es dans le monde économique, tu as vu des partenaires, des acteurs qui étaient dans grande souffrance, même si ça n'a pas été, je dirais, toujours au top. Mais on a vu une période de Covid qu'on a contenu à travers la mesure, le quoi qu'il en coûte. Alors, bon pour le Covid, mais mauvais pour la retraite. Je te pose la question. C'est vrai que la période Covid, c'était une période particulièrement difficile, imprévisible, parce qu'on découvrait quelque chose, on ne savait pas faire les pronostics pour savoir de quelle orientation aller, parce qu'on ne connaissait pas bien, c'était quelque chose de nouveau, et on ne savait pas bien comment s'orienter, c'était un petit peu à tâtons. Bon, maintenant, il s'agissait de sauver l'économie,
je crois qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire pour sauver l'économie de la France. Indépendamment de... Je pense que tout le monde, quelque bord que ce soit, tout le monde reconnaît que c'était, quoi qu'il en coûte, il fallait faire ça pour sauver l'économie française. Est-ce que cela n'a pas fait indirectement des Guadeloupéens, enfin pas des Guadeloupéens, des Français, via les entreprises, des Français, des enfants gâtés? On a financé des entreprises qui ont maintenu les emplois. Est-ce que cette approche-là ne fait pas actuellement des Français des enfants gâtés? Et on demande toujours plus. C'est vrai, c'est le thème de l'émission, les Français des enfants gâtés de la République. Mais je crois qu'en Guadeloupe, nous sommes encore plus gâtés que les Français de l'Hexagone. Et c'est tout et tout de suite. Et bon, ça peut faire l'objet de débats. C'est vrai que on peut dire que s'il y avait de l'argent, autant d'argent pour mettre dans le circuit économique pendant la période Covid, pourquoi ne pas en trouver pour financer la retraite? Je pense que nous sommes aux alentours de 30 milliards de déficit pour la retraite. D'après les chiffres. Je n'ai aucune prétention de connaître le budget de la nation. Ce n'est pas mon domaine. En fonction de ce que j'entends, de ce qu'on lit, de ce qu'on dit, on est autour de 30 milliards de déficit. Maintenant, il faut trouver des économies, il faut un projet pour faire des économies pour pouvoir assurer la pérennité de la retraite par répartition. Alors, s'agissant de cette retraite et d'enfants gâtés, c'est vrai que dans tous les pays qui entourent la France, ils sont déjà à un peu plus de 62 ans, 64 ans, 67 ans parfois pour certains. Et pour l'âge de départ à la retraite. On vit plus longtemps. Bon, grosso modo, sur les 30 dernières années, ou peut-être plus, on a gagné près de 20 ans l'espérance de vie en plus. Donc ça fait quand même 20 ans, c'est pas peu. Si on vit plus longtemps, donc il faut se soigner plus longtemps, il faut vivre plus longtemps, il y a un certain nombre d'impératifs à assumer plus longtemps. Et si on veut travailler moins, alors que le nombre de cotisants diminue, c'est quand même assez rapide, pas besoin d'être grand grec pour comprendre que tout de suite, on peut avoir des problèmes. Même si on n'a pas le problème aujourd'hui, mais le problème risque de se poser avec acuité. Il y a moins de cotisants, on vit plus longtemps, donc il faut dépenser pendant 20 ans de plus d'argent pour assurer la santé des Français, pour chaque Français. Donc c'est quand même quelque chose qui est compréhensible. On ne peut pas vouloir vivre plus longtemps et ne pas pouvoir travailler un peu plus longtemps pour assurer la pérennité de la retraite et surtout de nos enfants. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui, ceux qui sont là, est-ce qu'on travaille vraiment pour ceux qui vont venir, les générations futures? Progéniture? Ou est-ce qu'on travaille pour soi-même par hypocrisie? Par égoïsme. Donc, égoïsme. Donc, le problème est posé. Maintenant, il s'agit de savoir comment gérer cette affaire-là. Maintenant, sur le plan politique, moi, je ne suis pas particulièrement inquiet. De toute façon, il n'y a pas de problème sans solution. La France va trouver une solution, soit avec les institutions qui sont en place, soit avec un repasser devant le peuple. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Dissoudre l'Assemblée nationale, faire passer par le 49.3 qui sera adopté ou pas adopté demain, faire un référendum. Donc il y a quand même plusieurs hypothèses. Il y a la démission du président, ça peut être aussi le cas, mais c'est quand même pour le moment inenvisageable. Au regret de ça, Nico. Mais ça rendrait heureux, peut-être Mélenchon. Il y a encore plusieurs solutions possibles. Donc, mais c'est là pour vous aussi une chose. On a vu sous Hollande les difficultés que Hollande a eues pour gouverner la France, notamment sur le plan économique et social. Hollande est descendu à un certain moment à moins de 10% de cote de popularité. Les institutions françaises se fait de telle manière qu'il n'y a pas eu de crise à ce niveau-là. Alors que Hollande était largement plus contesté à l'époque que Macron aujourd'hui, selon les derniers sondages pour Macron. Donc, ça prouve quand même qu'on a des institutions en place en France, des institutions solides pour assurer la pérennité de la vie institutionnelle et politique
de la France dans un cas pareil. Donc pour l'instant, moi je pense qu'il n'y a pas encore vraiment de péril dans la demeure. Nous ne sommes pas loin. Ça, il faut bien. Oui. Il faut bien. Nous ne sommes pas habitués à ces turbulences-là. Voilà. On a vu des présidents gérer avec un Premier ministre d'une autre coloration politique. Bon, peut-être qu'on va retomber dans cette situation. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et je suis quand même plutôt confiant. Oui, confiant, nous ne sommes pas là, René. Alors. Oui, alors, il faut quand même garder des autres habitants, mais remettre des habitants en place. La politique du quoi qu'il en coûte a pas été pour sauver l'économie. C'était simplement pour ne pas ajouter à la crise sanitaire, crise financière, en crise sociale. Oui, par la demande, par la c'était essentiellement ça, et ça était important. Par la réduction de la demande. Mais ça était important. Mais ça a créé aussi l'augmentation de la dette. De la dette. Ça a créé l'augmentation de la dette. Il fallait financer. Attention, à pas pour sauvegarder l'économie. Tu es en crise économique, mais l'économie, après la crise sanitaire, tu n'es pas en bitaille. C'était pour éviter d'ajouter une crise sociale en plus de crise et donc créer une situation qui était extrêmement grave. C'est une décision, c'est un bilan politique. Donc, en réalité, si vous voulez, c'est question à la dette. Mais pas la dette n'a pas la dette à la sécurité sociale. La dette globale, la France. C'est pas dette à la sécurité sociale. La France endettée depuis un bon moment. C'est pour ça que souvent, ça a fait un sourire. Là, on voit qu'attend mon cas dit. Ah mais comment ça fait que la commune l'a endetté, etc. Mais dette à la commune, c'est 6 affaires côté dette à la France. Oui, parce que la France ne peut pas financer les communes. Oui, donc c'est dommage. Mais non, mais c'est 6 affaires côté dette. Pourquoi? Parce que question là qui dit, c'est que dette à les pays, il y a des conséquences à un certain nombre d'habitants qui sont des taux bancaires pour les prêts. Mais sur les communes aussi, oui, sur les communes. Mais si vous voulez, oui, évidemment, puisque il n'y a pas de dépôt de bilan. Ouais. Mais pas gêne ni dépôt de bilan, pourquoi? Il n'y a pas saisi l'État. L'État ne peut pas être saisi. Donc, il ne peut pas ni dépôt de bilan. Donc, il faut nous être très clair à la question là, ça. Question à la sécurité sociale. Question là, ça. Jusqu'à présent, c'était qui bitin? C'est que la sécurité sociale pas en déficit de manière grave. Parce que jusqu'à présent, on a des actifs pour un retraité. Il descend à un actif pour 3 retraités. À l'heure actuelle. Oui, un actif. Ouais. Mais toujours ni plus qu'il y a un actif. Donc, en définitif, déficit là à la sécurité sociale, après un butin qui était irrémédiable au point tel que tu faut faire une réforme pour augmenter le nombre etc. Tu as d'autres possibilités pour te revenir en butin. Alors, question de au cas vivant, on âge plus avancé et tout ça. Ça n'est pas nécessairement vrai pour toutes les couches et les strates de la société, ce n'est pas vrai. Donc, il faut faire très attention à ne pas jouer en l'habitat à ça et pas tirer des conclusions qui ne sont pas bonnes à ces questions-là. Tenir des possibilités, c'est premièrement en politique incitative à la natalité pour permettre de redresser question à les équilibres de génération et tout ça. Et deuxième problème, c'est développement à l'entrepreneuriat et développement à l'économie. Parce que quand il a fait qu'on a retrouvé 1,3, c'est parce qu'il y a ni moins de salariés qui ont cotisé. Et effectivement, le taux de chômage a augmenté de manière considérable. C'est pas une question démographique, forcément. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a un problème démographique aussi. Parce qu'il n'y a pas pour par exemple, on voit que les Chinois actuellement, ils ont poussé la population à l'épice. Timoun. Alors qu'avant, ils étaient dit un seul, etc. Ça lié aussi à ces questions-là. Ça. Donc, il y a une question démographique aussi. Et une incitation qui va permettre de payer à moyen terme et à long terme à résoudre le problème-là. Ça. Et il y a une question aussi à le développement. C'est-à-dire que la politique-là qui était mise en place par les puissances financières et tous ces bêtises là, et qui était fait que, ou tu as délocalisé, ou tu as abandonné un certain nombre d'habitants, donc tu as créé plus de chômage à Kazar et tout ça. Bien, il trouvait bon tape avec la question à l'Ukraine. Et à niveau là, ça, tout le monde rend compte que ou tu es trop dépendant de ceci, ou tu es dépendant de celle-là, etc. Donc, il faut ou relocaliser à Kazar ou redévelopper. Et c'est pour ça que, même en France, on peut parler d'autonomie alimentaire, on peut parler de toutes ces questions-là, ça. Autonomie énergétique, etc. C'est tout simplement parce qu'il faut remettre un certain nombre d'habitants en place. Et question à les retraites telles qu'elles sont organisées en France,
sont questions de point de vue politique et sociétal. C'est-à-dire que sont bien qui construit dans le cadre de la solidarité qui était née en France. Et ces systèmes de solidarité-là, ils ne sont pas obligés de perdre. Pas obligé de perdre. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'en réalité, à part crise à la sécurité sociale, à part crise à le déficit qui était né au Pérézo qui a conditionné, si vous voulez, que la France a retrouvé endetté ou pas endetté, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est que Macron, lui, il met en avant uniquement les points de vue financiers. C'est la vie contrairement à restant à la solidarité qu'il y a dans la société-là et à coûter que tout le monde a. Nous pouvons peut-être revenir à Raphaël, parce qu'on approche de la veille à Nico et à Rodi. Alors, oui, je rejoins un petit peu. Alors, c'est clair, c'est une crise de civilisation à l'intérieur de la civilisation. Et ce n'est pas un choc de civilisation est-ouest, nord-sud, c'est une crise interne à l'Occident, dans son modèle systémique. Alors, ça veut dire par là que l'Occident, je prends des termes compliqués, mais ce n'est pas grave, on va comprendre. L'Occident a fonctionné comme un système auto-organisé à dimension restreinte. Sa rationalité, c'était elle-même. C'est ce système-là qui est en crise. Alors, quelques éléments maintenant pour dire qu'on n'est pas prêt d'en sortir. L'accélération du processus de dégradation de la chose administrée, des pouvoirs publics, des services publics, des pouvoirs politiques et compagnie, est considérable. Cette dégradation de la chose administrée, de la chose administrée continue de plus en plus. Ça ne va pas s'arranger, on ne va pas rattraper ça, c'est que l'explication que tu as donnée sur le Covid et compagnie. La contagion par des environnements toxiques qui mettent à chaque fois en échec les visions paramétriques. Nico parlait de projection paramétrique. À chaque fois, on fait comme si le développement se faisait sur un plan. Hein, on fait une opération et puis on projette comme ça, alors que le réel ne rentre pas dans un plan. Il est toujours... du réel. La troisième chose, les politiques hors sol, des politiques hors peuple, et les politiques hors démocratie, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Tous ces trois phénomènes-là font qu'on est dans une situation de scénario d'échec programmé. Et on ne pourra pas s'en sortir, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est là qu'effectivement que le problème du leadership, en termes de vision, en termes de visibilité, se pose pour la France. Parce que ce qu'on demande, ce n'est pas de gérer le passé, puisque le passé, de toute façon, doit être dépassé. Ce qu'on demande, c'est de l'anticipation, c'est de la prospective et c'est de la visibilité. Ce qui engage l'entièreté d'une nation. Et or, la nation est en souffrance. C'est bien dit. Anticipation, pas de rêve, rationnel. Une utopie, ce que à l'époque de notre jeunesse, on appelait une utopie fondatrice, comme l'a été le marxisme, comme l'a été alors que maintenant, on est en pleine dystopie. Oui, alors c'est très bien dit. On va poursuivre avant de René à terminer sans doute par Ramaï. On va venir à Nico. Nico, alors... On t'entend pas, Nico. Tu m'entends? Oui, vas-y. Ok. Jean, je voulais dire que pour le diagnostic, franchement, je ne voudrais pas qu'on quitte cette émission-là sur un diagnostic qui est faux sur la retraite. 2022, régime de la retraite, plus de 3 milliards d'excédents. Ça, ce n'est pas de l'idéologie. C'est un chiffre. Excédent, plus de 3 milliards. Bon. Et on prévoit... je crois que c'est 2030, hein, un déficit peut-être de 10 milliards. D'accord? Bon. Donc jusqu'à 2030, parce que 10 milliards, ce n'est rien, puisque le Covid a coûté 170 milliards. On a financé. OK? Bon. Voilà, hein, qu'on a mis. Hein, bon. Donc, comprenons bien, si on peut dire une chose tranquillement, cette réforme-là, elle n'est pas indispensable aujourd'hui, elle n'est pas nécessaire aujourd'hui, il n'y a pas péril en la demeure, ce n'est pas vrai. Au niveau du chiffrage, on peut avoir des raisons politiques, ça c'est notre butin, le café politique, bon d'accord, bon, tu veux marquer ton temps par une réforme liée à toi, tu peux faire plaisir au marché financier, ça c'est autre chose, mais ne répétons pas que le système est en déficit demain matin, c'est pas vrai. Bon. Et pour le 2030, on ne sait même pas, puisque l'organisme, le corps, je crois, avait prévu du déficit pour 2022, et c'est un excédent de 3 milliards qu'on a trouvé. Donc ça, on n'est pas à une source exacte. Bon, ça, c'est la chose que je voulais dire pour aujourd'hui. Alors, pour revenir à les enfants gâtés de la République, deux choses rapides.
La première, je crois Raphaël a raison, il y a une crise que je qualifie d'identitaire en France. Et la France s'embête à refonder. Parce que la France ne sait pas ce qu'est la France. Elle a une conscience fausse de ce qu'elle est. Premièrement. Deuxièmement, et c'est vrai, c'est ça qui est vraiment perturbé, c'est la République qui est perturbée. C'est-à-dire le système organisationnel est perturbé. Lui qui reposait tranquillement sur les valeurs classiques comme la démocratie, le social, la laïcité, l'indivisibilité, le partage du pouvoir, tous ces biens-là, ça, on sent bien que ça ne marche plus et que la conscience des gens fait que ces gens n'ont pas d'accord avec ça, ça a fonctionné. Comment veux-tu que le peuple français comprenne qu'il a une constitution qui permet d'adopter une loi sans qu'on la vote? On l'envoie ça. Hein? Comment peut-on imaginer qu'une horreur comme celle-là, De Gaulle peut faire ça? Parce que De Gaulle, c'est la France. Et Macron ne peut pas faire ça. Macron, ce n'est pas la France. Hein? Bon, donc ça veut dire qu'il y a à réadapter les outils d'abord, en phase avec le temps, et puis il y a surtout à faire retourner le vrai peuple, la vraie société civile aux affaires. C'est Nico. Et c'est vrai en Guadeloupe. C'est vrai en Guadeloupe aussi, hein? C'est vrai en Guadeloupe aussi, hein? Merci. En Guadeloupe, c'est pire. C'est pire en Guadeloupe. On viendra sans doute. C'est pire. Ouais, c'est pire. Ramaï, on a entendu la musique, hein, une réforme qui n'était pas indispensable sous Chirac, elle n'était pas indispensable sous Sarkozy, elle n'est pas indispensable sous Macron, tandis que la vieillesse fait peur. Comment financer cette vieillesse-là? Les choses perdurent. Il n'est pas jamais indispensable, mais la vieillesse, c'est là. Alors si ce n'était pas indispensable sous Chirac, depuis Mitterrand. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, pourquoi s'acharner derrière une réforme qui n'est pas indispensable? Et pourquoi c'était déjà à l'ordre du jour depuis Mitterrand? C'est qu'il y a quand même quelque chose à faire. Moi, je reste persuadé que chacun donne sa version, mais je pense quand même qu'il y a quand même quelques corrections à apporter, tant sur ce que je dis certainement, mais sur ce que d'autres personnes disent aussi. À mon avis, on n'a pas encore entendu toute la vérité, en tout cas ce matin. Le 49.3, c'est quand même... je peux comprendre que c'est quelque chose de difficile à accepter, de faire passer des votes, des lois avec le 49.3. Mais le 49.3 fait partie de la Constitution. C'est pas être hors la loi d'employer le 49.3, parce que celui qui l'a le plus employé, me semble-t-il aujourd'hui, c'est Michel Rocao. Non, oui, Michel Rocao. Alors, c'est pas quelque chose de farfelu, dans la loi, d'employer le 49.3. C'est vrai que si on passe par un vote à l'Assemblée où il y a une majorité qui se dégage et qui est votée, et d'ailleurs, si on avait cette option-là concernant la réforme de la retraite, il n'y avait pas eu de 49.3, je pense qu'on aurait il y aurait eu peut-être moins de tracas dans les rues aujourd'hui, moins de turbulences au niveau du Parlement et de tout ce qu'on voit et qu'on vit aujourd'hui en France et qu'on risque de voir encore demain. Et j'espère que les choses vont se calmer demain et que la raison va triompher. J'ai envie de terminer par vous. D'abord René, ensuite Raphaël. Alors au regard de tout ça nous dit, la Guadeloupe sans doute peut nous poser. Et il n'y a pas même les mêmes termes que ça qu'a posé en France. C'est-à-dire que des débats en Guadeloupe, débat là pour véritablement fait. Oui. Oui. On a simplement subi les conséquences à ça qui a fait autre part. Autre part. À dit ça en passant, c'est pour ça que parfois, à des gens, les solidarités qu'a développées à ce niveau-là, ça, nous avons le questionnement par rapport aux attitudes actuelles en Guadeloupe. Mais on dit que nous avons un deuxième problème, nous avons d'autres problèmes en Guadeloupe. C'est que le but fondamental là pour nous, c'est d'abord qui gens nous prend responsabilité en nous et qui gens nous organiser propre développement en nous. Et c'est ça qui pour moi est la question fondamentale à l'heure actuelle. Pas nécessairement déballant la retraite là, telle qu'elle est faite là, même si, et justement dans le cas de développement en nous, qu'il faut nous envisager le cas de développement en nous, à toute société en nous. Dans le cas de responsabilisation vis-à-vis des sociétés en nous et prise en main à destin en nous. Donc, le problème
la retraite et tous ces bidets à ça. Donc, il y a posé aussi à un système, mais basé en un véritable développement à pays en nous, une véritable production et création de richesses dans un pays en nous. Et ça, question-là, ça pour moi, est important et fondamental. Grand débat. Alors, Raphaël. Moi, je vais être très, très simple par rapport à la question que tu poses, un petit peu en termes de ma conclusion pour aujourd'hui. Nous sommes le contraire d'un pays gâté, ou alors si c'est gâté au sens abîmé. Ah oui, 4 paramètres. Vieillissement de la population, plus. Deuxième paramètre, départ des jeunes, plus. Troisième paramètre, pour la natalité, moins. Et quatrième paramètre, on dirait qu'il y a une stratégie de remplacement. Il se fait. Donc avec ça, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Donc on a terminé là-dessus. Bon sens, eh bien vraiment, on dit je note, pas responsabilité en nous, pas responsabilité à vieillesse en nous, dès maintenant, chaque monde va dire, cotiser, couper, mettons mon idée de côté, épargner. Et c'est possible, oui. Parce qu'il y a la Guadeloupe, c'est pas la France. Oui. Il ne faut pas penser que la retraite va sortir du ciel. Dès maintenant, il faut s'organiser. Comme il va dire, chaque monde, mettez mon de côté, au petit compte. Comme ça, là, on peut arriver, là, je connais une économie, vous payer vieille ça, ranger casa, et petit mouna, on va souvent demander tous les enfants, donnez-moi ça. Oui, et alors, dans la société, il faut un système de retraite qui est basé en la solidarité. La solidarité, tant faire se peut, la solidarité, tant faire se peut. Et l'équité. Oui, et l'équité, tout ça, ce sont des aspirations. Alors, Nico, donc, on a terminé. On te dit, donc, il y a lieu pour nous de remercier l'ensemble des téléspectateurs qui nous ont suivis, les followers. Et à toi, Nico, aussi, là où tu es, grand merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Et à vous, chers amis du plateau, les amis clubistes, merci. Et à vous, téléspectateurs, nous vous disons donc, nous prenons congé de vous et nous vous disons bon dimanche et à dimanche prochain pour une autre émission d'Eco-Club. Bye bye. Bonjour à vous tous. Nous sommes bien là, Eco-Club. Bonjour donc à vous tous et aussi à vous toutes. Sans oublier, comme je le dis souvent chaque dimanche, les followers. On reçoit beaucoup de commentaires et nous en prenons lecture, bien entendu. Alors, aujourd'hui, ce dimanche 19 mars 2023, quel sujet sera développé sur Eco-Club, par les clubistes Eco-Club? Eh bien, nous parlerons de l'actualité, c'est-à-dire de la réforme des retraites. Réforme des retraites, vous le savez, qui vient souvent, sujet qui a déjà été, une réforme qui a déjà été lancée à maintes reprises, toujours contestée, qui soulève des mécontentements, des approbations pour certains, et que maintenant, voyez-vous, en 2023, eh bien, l'équipe en place, la Macronie, a décidé de faire de cette réforme des retraites un succès. Alors, c'est une réforme, je l'ai dit, qui divise. Il y a ceux qui comprennent l'urgente nécessité de réformer un système par répartition devenu à bout de souffle et qui risque par conséquent d'exploser. C'est ça. Sans aucune mesure n'était prise. Il y a ceux aussi qui s'enferment dans ce que j'appelle aussi un égoïsme sans retour, attachés aux acquis sans s'inquiéter de leur vieillesse et de la capacité des générations futures à maintenir en l'état le système. La réforme des retraites divise dans les rues, mais aussi dans le temple du législateur, où les députés s'affrontent avec violence verbale et physique. Le gouvernement brandit donc l'article 49.3 de la Constitution. La menace de la censure se précise. L'Assemblée nationale sera-t-elle donc dissoute? Voilà donc, chers téléspectateurs, et à vous, chers amis clubistes, le cocktail thématique qui nous rassemble, qui nous réunit ce dimanche 19 mars 2023. J'annonce aussi le thème du jour, le thème de notre émission, c'est important, sera affiché à l'antenne. Le thème, c'est français,
les enfants gâtés de la République. Voilà donc ainsi annoncé. Alors, comme d'habitude, nous aurons à aborder ce que j'appelle aussi les préliminaires, c'est-à-dire les marqueurs de l'actualité, sous une forme, je dirais, cette forme d'approche très individuelle où chacun présentera les éléments de son actualité, de l'actualité de la semaine, les points qui ont marqué donc la semaine à sa manière, selon sa vision. Voilà, et nous allons bien entendu échanger autour des différentes présentations. Voilà donc, chers amis, Louis, je me répète. Alors, nous avons avec nous, bien entendu, ce dimanche qui n'a pas été là la fois dernière, dimanche dernier, c'est Nico Italique. Nous te saluons, Nico, bien entendu, et mes amis ici présents feront le plaisir aussi de te dire le grand bonjour, comme d'habitude. Je commencerai à ma droite, Raymond Amaï. Bonjour à toi, Raymond. Bonjour aux amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent, et puis bon dimanche à tous. Et je remercie tous ceux qui me rencontrent dans la rue, pour dire, Eco-Club, c'est quand même quelque chose qui donne un avis sur les différents problèmes qui se posent au quotidien dans le pays. Et donc, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Voilà la pluralité et puis qui encourage avec ardeur Eco-Club. Merci à tous ces gens-là et continuez à nous regarder. On va essayer de faire de notre mieux. Ouais, nous vers vous. Si maintenant, comment va c'est bien passé? Enfin, il passait qu'à regarder Thibaut qui genre le monde qui a souqué. Ah ben, vous bousculez, de la chaud. Et qui genre ça a souqué ici aussi. Donc, non, c'est bon, bien bonjour à tout le monde qui a écouté nous, pas de problème. Côté là, ça, mais c'est vrai que nous faisons l'autre défi. Ah oui, ça nous est vrai d'ailleurs. Défi ici dans Guadeloupe. Oui, nous pouvons aborder. Défi par l'autre côté là, et parfois, et il y a l'autre, puisque nous-mêmes, nous avons lien. Même dans le monde aussi. Ouais. Et puis, défi sur la planète, effectivement, et on voit ça à travers tout un géopolitique qui est en train de dessiner. Très bouleversé. Ça, c'est vrai. Donc, nous finissons progressivement les sujets, extrêmement variés, peut-être dans le cas d'épidémie là. Et bien entendu, je me tourne vers toi, Raphaël. Bonjour à toi. Bonjour tout le monde, bon dimanche. Toujours aussi heureux d'être avec vous pour ces grandes discussions qui nous traversent et qui effectivement sont à... C'est une discussion locale, mais sur différents étages, puisque, comme tu le dis souvent, le local renvoie au global. Mm-hmm. Le global, à son tour, précise le local. Et le risque majeur pour nous, c'est de finir dans un bocal. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse, ça c'est très bien dit, il faut qu'on réfléchisse. Eh bien, on arrive maintenant à notre ami Nico. Nico, nous t'avons comme d'habitude en visio. Nous savons que la semaine dernière, tu n'as pas pu être avec nous. C'est l'expression du regret quand même, parce que oui. Nico, c'est Nico. Bonjour à toi, Nico. Ben, bonjour à toi, Jean. Bonjour à vous tous. Moi, je n'ai qu'une seule nostalgie, c'est celle de rentrer chez moi, mais je me prépare, méfiez-vous en cabine. Hein. C'est bien dit. Ah là 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 là. Et donc, gare à vous. Gare à vous, préparez-vous. Oui, ça va vibrer. Non, ça va chauffer. Et souvent les émigrés, ils sont plus volontaires que les locaux, que les natifs. Alors peut-être que si j'arrive avec un esprit conquérant de l'immigré, bon, peut-être que ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est très bien dit, je crois que ça va chauffer. C'est bien dit, Nico. Alors, oui. Je voudrais quand même souligner que dans les commentaires qu'on reçoit sur le Facebook, il y avait une jeune femme qui attirait notre attention sur la masculinité, en quelque sorte, du groupe. C'est une question extrêmement... Enfin, il faut le dire. Alors, moi, j'ai la réponse. La réponse, parce que vous en pensez, c'est le fait qu'effectivement, c'est un aspect qui tient un peu de la jeunesse d'Eco-Club. C'est-à-dire, de tout temps, quand c'est pas évident, disons, d'appeler, d'avoir une présence féminine sur un plateau de manière régulière. Ça, c'est un aspect, puisque je me rappelle très bien, quand on invitait des femmes qui étaient des femmes bien exposées, bien médiatisées, mais c'était pas
on avait souvent des vicissitudes, c'était pas régulier. Et nous estimions que la durabilité d'un groupe, sa longévité ne devait pas être, je dirais, toujours tributaire des fluctuations de puissance ou autre. Donc c'est un peu comme cela. Mais il n'y a rien je dirais, de méchant, de voulu, d'anti, je dirais, d'anti-femme en quelque sorte. Ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est le contenu des échanges. C'est ce qui prime. C'est ce que j'attendais à adresser à l'attention de Patricia, qui se reconnaîtra, puisque c'est ces commentaires que j'ai pu lire sur Facebook. Alors, messieurs, cela dit, venons un peu à nos préliminaires. Nous y sommes très attachés. Dans la semaine, qu'est-ce qui qui a marqué votre attention? Peut-être on ira vers Raphaël ou autre. Non, mais c'est toujours ce serpent de mer que représentent les retraites. Et un débat qui m'a énormément interpellé sur les mystifications, ou la mystification que constitue le débat même sur la retraite, même si potentiellement ça remet en cause beaucoup de choses, ce débat-là, et y compris maintenant actuellement en France, la démocratie. Alors, ça disait quoi dans le débat? S'agissant de la retraite, il n'y a actuellement, à l'horizon 30 ans, absolument aucune urgence. Toutes les caisses sont minimum en équilibre et la majorité des caisses sont en excédent. Donc, pourquoi une telle ampleur? Pourquoi un tel rachat? Et pourquoi tant de choses au point effectivement de mettre en péril la démocratie en France, en tout cas une certaine idée de la démocratie. Et je crois que c'est véritablement ce débat sur la retraite et au point où ça en arrive actuellement en France et de cristallisation des conflits, c'est véritablement un problème, c'est un épouvantail, c'est un attrape-nigo. Il s'agit pour les Français, je dis bien pour les Français, en tout cas pour le pouvoir politique en France, de masquer 2, 3 ou 4 ou 5 problématiques réelles qui sont dans la vie de tous les jours et qui, elles, ont un potentiel explosif beaucoup plus fort. Première chose qu'on invisibilise totalement, c'est le problème de l'inflation. Je ne sais pas si vous avez noté, mais le panier de la ménagère est en train d'exploser sans que rien ne se passe. L'essence, on a vu ce que ça donnait. Ça avait pété bien avant ça pour beaucoup moins. Pour l'instant, personne ne dit rien. Mais on se rend bien compte qu'effectivement, il y a un ras-le-bol, il y a un défaitisme, il y a un statu quo qui est très très grave parce qu'en fait, les choses s'accumulent, s'amplifient et ça, à un moment donné, ça va péter. La deuxième chose, c'est le pouvoir d'achat. On travaille tous, mais on ne s'en sort pas. Les gens, dans la même émission, les nouveaux pauvres, donc c'est maintenant les petits fonctionnaires qui n'arrivent pas à s'en sortir. La classe moyenne, au bout de la 15e jour ou 3e semaine du mois, ne sait pas comment finir la fin des mois. Les petits commerces explosent, j'ai bien passé pour savoir, et ferment, tombent en faillite les uns derrière les autres. Et les grosses entreprises essaient de tenir tant qu'elles peuvent, et c'est pas évident. L'autre point aussi qu'on voit, et on va revenir là-dessus dans les enfants gâtés, donc je dirai pas plus, c'est la notion que la démocratie, après la Russie, enfin après l'Union soviétique, après le communisme, après le socialisme, après etc., à l'évidence, la démocratie est attaquée dans son essence même. Est-ce que c'est un système si beau que ça, si royal que ça? Je pense qu'on reviendra là-dessus plus tard dans la matinée. Et puis entre autres, la crise énergétique qui est déjà là, même si en France on n'a pas eu un hiver trop fort, qui pointe à l'horizon et qui interpelle tout le monde. Comment on va s'en sortir? En France, on n'a rien. On n'a pas de pétrole. On avait des idées, mais apparemment, on les a tous bradées. On n'a pas de pétrole, on n'a pas d'essence, on n'a pas de charbon, on n'a rien. L'énergie nucléaire n'est pas là non plus. Donc, comment on va s'en sortir? Et puis, la guerre d'Ukraine qui continue, où il y a des indices d'engrenage, de métastase, effectivement. Donc, tout ça, c'est les vrais problèmes. Puis, à côté de ça, on nous emmerde avec des phénomènes de retraite qui, pour l'instant, et je le maintiens, ne posent strictement, politiquement, économiquement ou financièrement aucun problème. Donc, où est le loup? Oui, où est le loup? Ah bien, c'est la question de Raphaël. On va continuer avec René. Alors, bien entendu, Raphaël disait, tu as dit ça, Raphaël, c'est que
il n'y a pas de problème sur, on peut dire, à l'horizon de 30 ans. C'est-à-dire, ceux qui sont vivants maintenant sachent, pour 30 ans, il n'y a pas de problème. Par contre, on peut éventuellement s'interroger après 30 ans, peut-être. C'est évident. Des générations. Mais oui, pour d'autres raisons. Parce que raisons. le rapport actif-inactif, le solde de natalité, ça, c'est des vrais problèmes. C'est ça qui va poser problème. Alors, il a très bien évoqué l'inflation, qui, rappelons-le, c'est un phénomène qui est conjoncturel, l'inflation. Mais avons-nous, est-ce que nous pas n'y inquiéter nous aussi, la Renée, que vraiment, après 30 ans, ou du moins 25-30 ans, que la question des retraites, que les retraites-là même vient un problème structurel. Avec le temps, que ça marquait très bien, que structure même à financement-là, économique doit être posée. Si nous ne pas penser à ça dès maintenant, grand bonheur, il y a du point devant avant devant penser, quoi dire. Je sais pas moi. Non, moi ça a frappé moi aussi. Non, ça a frappé moi les questions à la retraite là d'ailleurs, c'est que tout le monde a parlé des retraites en fonction de la structure de la société française. Mais pour le monde va parler de la retraite en Guadeloupe en fonction de la structure de la société en nous. C'est ça qui a pu inquiéter moi. En tout cas, bien envie que nous fassions le point, le système de retraite là que nous avons en Guadeloupe, et en les différentes catégories sociales et autres, et de façon que nous voyons qui gens les problèmes qu'a posés réellement, et qui gens on peut faire en sorte que nous sortions dans cette situation-là, où on a un certain nombre de monde qui a presque refusé de rentrer la retraite, tout simplement parce que la retraite est tellement petite qu'il n'y a pas à voir ça, c'est quoi, de l'agriculture, de la paix, un certain nombre de commerces, etc. Tellement petit qu'il n'y a pas à voir pourquoi, qui je peux faire pour vivre avec ça, là. Bon, donc, situation naturelle. Les problèmes de la retraite qu'on a posé en France, qu'on a posé surtout au niveau des fonctionnaires en Guadeloupe. Pas nécessairement au niveau à gros masse de la population là qui ne pas vivre nécessairement le même type de situation là. Bon, ça c'est un problème de réflexion parce que pourquoi ni tout un série de problèmes qui viennent poser en pays en nous en cas senti à chaque fois qu'il y a toujours ni un manque de projection par rapport aux problèmes, un manque de prise en charge, grand bonheur, d'anticipation, c'est vrai. On est problème à la sécheresse qui a développé là et qui est développé chaque année. Et nous, on l'en met. Ni problème à s'ouvrir, donc constituer des stocks, constituer des réserves, etc. Ni problème aussi même à les catastrophes naturelles. On a senti que si nous avons une catastrophe naturelle, nous sommes complètement désarmés, il faut attendre des mois, etc. Tous ces problèmes-là, ça qui inquiète moins, si goutte. D'autant plus que nous avons une zone géographique où les secours, ils ne sont pas obligés de sortir de 8000 km, ils peuvent être de proximité, ils peuvent être tout en cercle. Et nous avons senti qu'il n'y a pas ni véritablement en anticipation, en mise en place, etc. Ça c'est un problème. Alors, ça c'est pour nous. Oui, c'est vrai que par rapport à la retraite telle qu'elle est posée en France aussi, on a constaté que parfois ça a masqué d'autres types de problèmes. Que ce soit à l'inflation, que ce soit à la pénurie même d'ailleurs, qui est entrée au niveau alimentaire, qui est en train de poser au niveau à la force, puisqu'il y a même aura posé problème là, ça. Il aura constaté ça. Problème à les énergies, etc. Donc, et à ces questions-là, ça, parfois, on ne parfois du tout et n'importe quoi. Par exemple, entendre ça, on a expliqué que l'énergie solaire, sont une énergie qui n'est pas intéressante parce que c'est rien qui en était en bitin. Alors, comme c'était complètement au sol, il était obligé de dire attention, bitin, là, ça, c'est au fake news. Ça, on va dire là, pas de bon sens. Bon, donc, si vous voulez, ni des véritables problèmes qui méritaient des débats de fond. Pourquoi ? Parce qu'il y a qu'à toucher à venir à cette société-là et qui pas posé. Bon, ça valable en France, mais ça valable en Guadeloupe aussi. Et peut-être qu'il y a deux situations-là, ça, c'est le moment qui est particulièrement favorable pour nous payer ni un discours de responsabilité et véritablement poser les questions et les véritables problèmes à niveau là, ça. Un dernier butin qui inquiète moins, c'est à le cadre de la démocratie, c'est-à-dire véritablement respecter, si vous voulez, un équilibre qui a fait que même si on ne peut pas retrouver dans les décisions qui prises tout ça qui est uni, mais qu'on a retrouvé au moins en partie qui a fait qu'on peut arriver à des compromis. Au cas où on vous compte que dans des débats là, dans une crise là, ça, c'est un affrontement qui est parfois autoritaire. Et la démocratie peut servir très rapidement en forme d'autoritarisme qui a fait basculer et qui a mis en danger toute démocratie. Que la démocratie représentative, bien besoin de démocratie aussi participative, pour quelque part, d'usage. et qu'en même temps,
gouverner au peuple n'a pas nécessairement partie de ça qui est en tête à haut, mais c'est aussi partie des réalités là et de ça qui a dit, parce que l'intelligence n'est pas unique et donnée en seul monde, hein, il donnée à tout le monde. Donc, il faut écouter tout le monde pour véritablement mettre en place un système qui va permettre de créer un véritable équilibre au niveau de la pensée et tout ces biens ça. Et en accord avec ça, au sorti de là, en ce qui concerne la réforme des retraites, on n'est pas obligé à agir là où il a en agissant sur les âges, sur ces biens ça, alors que la situation n'a pas qu'à exiger qu'on vienne à de telles mesures. On peut très bien écouter tout le monde et nous une réforme qui est beaucoup plus équilibrée et surtout beaucoup plus longue parce que tout le monde savait que le texte tel qu'il est là actuellement, avec tous les compromis qu'il fait, à dans 5 ans qu'il faut vous parler de la réforme des retraites encore. Vous foutez un autre babe. Très bien. Alors les points marquants, c'est bien avant la retraite pour réforme de la retraite pour Raphaël et René. Alors pour vous, Ramaï, quelle l'actualité de la semaine et peut-être aussi la retraite, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui t'a marqué vraiment qu'est-ce qui t'a marqué dans cette actualité de la semaine passée? Parce qu'on parle de la retraite, nous parlons de la retraite. Nous sommes aussi des observateurs. Il y a ceux qui sont moulins, des fois, qui ont une visibilité tout autre du phénomène. Je ne sais pas, nous débattons tout, mais il y a des hommes qui sont à l'œuvre. Alors, Raymond, avant de venir à Nico, oui, bien entendu. Alors, bien entendu, la retraite, c'est un sujet qu'on va traiter tout à l'heure, qui marque l'actualité, tant à Guadeloupe qu'ailleurs, nous sommes tous concernés. Mais ce qui m'a marqué sur le plan local, c'est le fait à cause de la sécheresse, notamment la sécheresse au niveau des agriculteurs, du monde paysan, c'est le déblocage de l'eau agricole fait par la région pour pouvoir servir la grande terre, notamment pour subvenir aux besoins de nos agriculteurs. Et donc, je trouve que c'était quand même quelque chose qu'il fallait faire. Heureusement qu'il a plu un petit peu aujourd'hui, hier. J'espère qu'il y en aura encore un peu, parce que rien ne remplace la pluie. On peut avoir de l'eau agricole autant qu'on veut, mais la pluie restera toujours la pluie. Et donc, le résultat avec la pluie, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Et c'est quand même différent que lorsque on a l'eau de pluie par rapport à l'eau agricole, s'agissant des résultats sur le plan de la production agricole. Et même sur le plan de la nature, pour les bêtes, pour avoir des pâturages pour alimenter les animaux. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose que je salue et que j'espère que tous les agriculteurs de la Guadeloupe, et notamment de la Grande Terre, saluent avec moi pour pouvoir subvenir à leurs besoins déjà de ces agriculteurs, mais aussi aux besoins de la population guadeloupéenne, parce qu'il y a quand même, ce sont nos agriculteurs qui nous donnent les produits locaux. Et puis, il y a aussi, à côté de ça, il y a l'inflation, il y a l'énergie, il y a la retraite, il y a quand même des sujets plutôt brûlants à ce moment qui nous guettent. Et puis, il y a aussi, je sais qu'on parle un peu moins, mais il y a aussi les problèmes de la banque Silicon Valley Bank, qui est en train de faire contagion, et j'espère que la France ne sera pas touchée par ces turbulences monétaires et qu'on ne sera pas touchée, par exemple, comme ce qui s'est passé pour les subprimes il y a une quinzaine d'années. Oui, 2008, je pense. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas quelle date. Ça aussi, c'est un sujet préoccupant. Oui. En tout cas, on l'a bien noté, surtout cette question de sécheresse chez nous. C'est un fait certain parce que... je devais Raphaël. Tu as bien fait de dire ça, mais on est resté sur le point de vue très national, mais c'est vrai que dans une vision panoramique autour de nous, c'est quand même extraordinaire. Moi, je suis rentré en Guadeloupe en 80. Déjà en 80, on parlait de plans d'irrigation, de machin. J'ai pas l'impression que pour le Nord, que c'est changé quoi que ce soit. Et donc, c'est vrai que c'est en liaison avec la production. Moi, je connais des pays qui sont secs, ou peut-être même plus secs que nous, qui ont été irrigués. Et qui ont des productions 2 ou 3 fois supérieures à la Guadeloupe. Je pense à la Réunion par rapport à la Canne, où ils en sont à 120 tonnes hectares, pas grâce à l'irrigation, alors que nous, quand on tire 40 ou 60 tonnes à 60 tonnes d'hectares, en gros. On est heureux. Et il faut 2 récoltes par an. Donc, effectivement, il y a un vrai problème par rapport à l'irrigation. Et puis, il y a aussi un truc un peu comique, parce que j'ai fait une interview par rapport à ça aussi, c'est la place de la mi-carême. Ah, la mi-carême. Bon, on est les seuls pays au monde à fêter la mi-carême. Comme quoi, alors on me demandait si on était plus chrétien que tout le monde.
je ne disais certainement pas plus chrétien, peut-être un peu plus satanique que d'autres, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette espèce. Ouais, c'est ça, dans cette espèce d'identité festive, socioculturelle et à travers le carnaval, qui est là aussi un détournement extraordinaire de souffrance, d'angoisse ou toute espèce de ça, et qui a une fonction sociale qui est particulière, sur laquelle on mérite vraiment de réfléchir. Combien de sujets de débat? Alors, voyez-vous, il y a une pléthore de sujets qu'on peut évoquer. Alors, on l'a bien compris, hein, lorsque, en période de sécheresse, donc, la production diminue, que ce soit, et par conséquent, l'offre va diminuer, donc les risques d'augmentation de situation inflationniste, situation qui va s'ajouter à ce que nous connaissons actuellement. Et je pense que le territoire, on n'a pas besoin de ça, donc il y a lieu de converger les intelligences. En s'adressant aux élus, de tous les acteurs politiques, de tous bords d'ailleurs, pour essayer un peu de trouver des solutions. Nous sommes endoués de merde, dit-on. C'est une réalité, on le dit pas. Mais il y a de l'eau, c'est le problème, c'est la réserve, mais il y a de l'eau. Il faut vers la réserve, hein. Voilà. La gestion des réserves. Nous venons donc à Nico. Nico, tu es avec nous? Oui, l'actualité de la semaine, alors, nous avons évoqué, bien entendu, question de retraite, on a parlé de la sécheresse. Je sais pas, tu es bien connecté, n'est-ce pas? Alors, donne-nous ton regard sur les marqueurs de l'actualité de la semaine. Alors, moi, je vais commencer très, très haut et finir très, très près de nous. Alors, très, très, très haut, moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est la Chine qui a réussi, qui a mis les Iraniens et l'Arabie Saoudite autour de la même table, en Chine, à Pékin. Il dit, arrêtez de faire la guerre, signez un accord. Et ils ont signé un accord. Ça veut dire que monsieur Xi Jinping, pendant que ça s'agite dans le reste du monde, lui, il marque ses points, il avance de manière tentaculaire et il s'apprête certainement à terme à gouverner le monde. Et ça, c'est un coup frappé contre les Américains. Les Américains gèrent une guerre par correspondance en Ukraine. Monsieur Xi, lui, il avance tranquillement et il marche vers le contrôle du monde. Bon, première chose. La deuxième chose qui m'a interpellé, c'est, parce que je suis ici en France, c'est comment les Français font-ils pour continuer à avoir une conscience aussi fausse de ce qu'ils sont. La France, c'est comme si elle était l'empire du milieu, pour se moquer un peu. Alors qu'elle est dépassée par le temps, elle est dépassée par l'espace. Elle revendique une exception culturelle, mais en fait, ce n'est que sa différence. Bon. Et donc, il faut faire attention, parce que nous sommes arrimés, d'autres diraient plus que ça, à ce pays-là. Et il ne faut pas que sa conscience fausse, ses fausses problématiques, sa fausse façon de poser les problèmes, nous fasse, nous aussi ici, être dans les faux problèmes, dans les fausses problématiques et dans une conscience fausse de ce que nous sommes. Pour le dire, il ne faut pas qu'on soit dans le zig alors que ça se passe dans le zag. Pour redescendre un peu, se rapprocher de nous, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé cette semaine, c'est le fait que le deuxième fils de Thuram a été appelé en équipe de France. Deuxième. Alors là, ça, c'est un butin exceptionnel. Franchement, déjà, avoir un fils aussi doué que lui, j'espère que le mien ne m'écoute pas, bon, d'avoir un fils aussi doué que soi-même, dans un même champ de compétences, c'est déjà terrible. En avoir deux, ça, c'est exceptionnel. Et on m'a dit que le deuxième peut être plus fort que le premier. Ah, bon, donc bravo à Thuram. J'espère aussi que ces deux joueurs-là, comme leur papa, vont jouer aussi avec leur tête, avec leur esprit et leur cerveau, et que ce sont des gens qui non seulement qui jouent au football, mais seront des acteurs sociaux de la vie, de la réflexion, de la politique en général. Bon, c'est ça que je voulais, en commençant par le très très haut et en terminant par plus proche de nous, et sans bien sûr vous dire, et je n'ai jamais dit ça, que nous toutes qu'à attendre le 30 mars, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire du président Chalus. C'est fini. Qu'est-ce qu'ils vont faire du président Chalus? Voilà. Mais vous oui, non, attention. À propos, c'est l'actualité aussi. Oui, nous qu'à parler, mais ça, c'est une chose avec une incidence immédiate sur nous. C'est l'accord de M. Xi à Pékin. Bon, d'accord, il faut nous attendre, mais là, si à la fin du mois de mars, le tribunal décide que notre président, c'est notre président, parce que vous pouvez voter ou pas voter, c'est notre président, que notre président est inéligible,
et que ça s'applique immédiatement, ça veut dire qu'à la tête de la région Guadeloupe, il y a quelque chose qui va se passer parce que Chalus est tout ce qu'il veut, tout ce qu'on peut. Moi, je n'ai pas voté pour lui. Bon, mais il a quelque chose de terrible, c'est-à-dire que les gens l'aiment. Et son président tout à fait élu à une grande majorité, et ça, bravo, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Et si, subitement, on nous met quelqu'un d'autre, parce que l'élection devrait avoir lieu dans l'Assemblée elle-même, on nous met quelqu'un qui n'a pas la légitimité, qui n'a pas l'adhésion populaire, qui n'a pas, voilà, ça, c'est un problème démocratique intéressant. Hein, voilà, mais ça, c'est trop proche de nous. Je préfère parler de M. Ki et de BSM et de l'Iran. Mais dans le cas que tu évoques, Nico, il y a quand même les voies de recours quand même qui peuvent jouer et repousser un peu cette inquiétude qui plane, selon toi. Oui, c'est-à-dire que le président, ça dépend. Je monopolise la parole, mais le président Chalus, ça dépend du verdict. Le verdict, bon, ça dépend, il faut attendre. Mais est-ce que tu crois que le président, ça dépend du verdict, va jouer avec, comment dire, une décision difficile sur sa tête? Est-ce qu'il ne va pas tout de suite accepter, tout de suite pour gagner du temps et revenir? Ça, c'est des grandes questions stratégiques et tactiques. Hein. Mais en tout cas, ça peut perturber la direction du pays. Ça, c'est évident. C'est évident. Alors, vous avez à réagir à propos de... Non, bon. Alors, c'est rien. On va devoir attendre le passage de la pub. On continue. Bien. Nous revenons donc à notre sujet, les Français, les enfants gâtés de la République. Alors, une petite vidéo, nous allons passer une vidéo pour d'abord nous permettre d'entrer dans le bain, n'est-ce pas? Une vidéo bien, disons, au thème, bien liée au thème d'aujourd'hui. La technique, c'est la vidéo, elle est prête? Je vous remercie. Je vais demander à chacun des parlementaires qui brandit une pancarte de bien vouloir cesser immédiatement. Cela est contraire à notre règlement. Et la parole est à Madame la Première ministre. S'il vous plaît. Donc je vous remercie. Voilà, en retour, c'était juste... c'était donc rentrer en matière. Alors... nous avons choisi cette vidéo pour donner un peu... Et surtout pour nous interroger. C'est un véritable théâtre. C'est une tragédie de l'arte. C'est la chanson de la Marseillaise. Un chant si guerrier, si... de révolte. Et puis de guerre. De guerre. À l'intérieur du Parlement, c'est une incitation à la guerre civile. C'est ni plus ni moins. Donc moi, j'avais pas vu ça. C'est bizarre. Ça m'interpelle parce que devant le Premier ministre, quelles que soient les oppositions qu'on a ou les difficultés qu'on a avec elle, chanter ça dans une telle... c'est un casus belli. Je dis temple du législateur. Oui, c'est ça. C'est un casus belli. Bon, ça vient après une histoire, c'est autour d'une histoire, il y a un côté chantage et tout, mais c'est quand même symbolique d'un niveau de crispation. Le climat social. Mais d'une montée guerrière des rapports internes oui. à la France. On ne part pas à la conquête de terres inconnues. On est à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Donc,
Mais il m'a semblé que c'était surtout comment dirais-je, le camp de la France insoumise qui montait. Mais ça fait rien, c'est dans l'enceinte. Il y avait peut-être d'autres aussi. Non, mais c'est pas grave, c'est dans l'enceinte. C'est dans l'enceinte même, ça pose problème. Du Parlement, et c'est donc des fractures. Alors, qu'il y ait des fractures des partis politiques, tu es d'accord, et ça joue d'une certaine manière, mais quand c'est revendiqué comme ça, une chanson militaire, la Marseillaise, des drapeaux, des trucs comme ça, on est à un pas du casus belli. Le casus belli, c'est de la révolte, et puis ça, c'est pas pédagogique peut-être. Pas exemplaire en tout cas pour la jeunesse et puis pour ceux. Voilà. Alors, René, sur cela. En rapport c'est que vous voyez séquence là ça aussi, en tout cas ici dans mais ça fait rire aussi, c'est vrai, ça fait un petit peu rire, mais en même temps non mais quand on voit quand vous voyez séquence là, c'est sûr que on dit attention, on dit en posant une question à l'intérieur aux institutions comme ça, même si j'avoue ça des fois, mais quand même oui, c'est-à-dire que c'est des bidets qui j'ai fait dans d'autres pays. D'autres pays, j'avoue ça en Afrique. Bon, en fait, où il y a des situations comme ça, pour qui? Parce que vous trouvez un blocage de toute démocratie, de toute discussion, de tout débat. Et vous trouvez au nouveau un certain nombre de mesures autoritaires. Pourquoi ils réagissent, ils font ça, ces boucles-là? C'est parce qu'ils savent que madame là est montée, le Premier ministre est monté pour te dire. 49-3. Bon, ils étaient au courant, puisqu'ils savent, au fois, ils voient que le Conseil des ministres était fait dans la précipitation, ils savent que c'était pour ça. Donc, ils savent ça. Et ils disent, bon, ben, puisqu'on a pété l'autorité, nous empêcher au palais. Parce que c'est ça, hein, si on fait ça, c'était pour empêcher de parler. Hein. Il parlait quelqu'un après, mais il était incapable sur le coup. Obstruction de la parole. Bon. Alors, mais ça, en cas de ça très, ça très typique à quel degré de crispation de violence, d'opposition que, si vous voulez, il y arrivé à la société française entre les différents courants politiques d'avoir un passage en force qui était fait. Et passage en force, là, ça, il a fait non seulement sur le plan politique, oui, mais il a fait sur le plan social. Les sondages qui disent que 70% des Français contre la réforme là. On ne peut pas passer un 49-3. À la limite, il y a un vote, mais il faut admettre qu'on peut perdre à un vote là. Ou tu perdre, ou perdre. Bon. Mais non, c'est-à-dire qu'on est au monde, en particulier, c'est le président de la République là, qui a estimé que ça y penser là, c'est la seule vérité possible, et que tout le restant, il n'y a pas ni à coûter. Les bitins d'écouter qu'il fait, c'est pour essayer de gagner les républicains. Alors il rentre dans ça, si bien que lui-même qu'à reconnaître, en fin de compte, le texte qu'il a adopté là, il n'a pas qu'à répondre aux objectifs qu'il a fixés au départ, qui étaient soi-disant des objectifs de combler au déficit. Au contraire, il risque de créer d'autres problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons un paquet de bitins, un paquet d'autres mesures qu'il a acceptées, qui en fait, quand était complètement à terre, et qui blague a été voulu à de texte là. Donc, et ça, tout ça, c'est pour ne pas coûter, si vous voulez, l'opinion publique, et pour ne pas trouver des voies et des moyens de dialogue qu'a fait que faut intégrer un certain nombre d'habitants que nous avons dit à dans cadre habitat là. Donc, si vous voulez, les mêmes créent une crispation. Et crispation là, ça fait que ça va traduire à l'Assemblée, mais ça va traduire dans la rue. Et ces jours-là, ça, en France, ça va traduire dans la rue avec tout un certain nombre d'habitants qui va risquer de plus en plus d'ampleur. Hein, oui, à niveau là, ça. Donc, si vous voulez, à vivre moins, il y a un problème réel qui rapport qu'il y a entre le pouvoir, la démocratie, la volonté. Ouais, il a posé tout un certain nombre de questions de fond qu'il faut débattre. Parce que l'UTP, effectivement, dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, moi, quand on fait un référendum. Bon, non, mais vous ne pouvez pas faire référendum non plus, parce qu'on sait que l'opinion publique est pas autant. Oui. Donc, si vous voulez, on a donc une sorte de rapport de force qui a fait que, de part et d'autre, les gens qui ont utilisé les moyens qu'ils ont mis à disposition pour essayer de passer en force. Alors, Rama, il y a apparemment donc pas de réforme pas de référendum, mais peut-être dissolution. On renverra donc l'Assemblée devant les électeurs. Eh bien, vous m'avez élu président, je suis élu président, et vous me donnez, alors, je suis élu président, il y a une Assemblée dont les perspectives, ma foi, les aspirations qu'elle porte au nom
des citoyens ne coïncide pas avec justement mon élection, puisque mon programme, moi, écoutez, on va dissoudre l'Assemblée et on viendra devant le peuple. Est-ce que cette stratégie-là, d'abord, tout ce qui s'est passé, qu'on a vu, ce grand théâtre, ce grand désordre à l'Assemblée, et aussi cette idée qui pourrait très bien être celle qui traverse l'esprit du président. Quel est ton regard sur cela, tout cela? Alors, la France, aujourd'hui, est dans une situation un peu compliquée vis-à-vis de ce problème de retraite à traiter. Maintenant, ce qu'on a vu sur les chaînes télévisées, moi, je ne trouve pas ça digne de représentants du peuple pour donner cet exemple, ces images qu'on a vues à la télévision, des gens qui sont là précisément pour donner l'exemple, pour respecter les règles, pour respecter la loi, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Moi, j'estime que ce n'est pas tout à l'honneur de donner cette image de député, cette image d'exemple, si on peut parler d'exemple, c'est peut-être un mauvais exemple, à suivre des gens se comportant de la sorte. Maintenant, je ne suis pas là aujourd'hui pour défendre une chapelle. Hein. Il y a une réalité en face. La France est devant une situation difficile, et quand je dis la France, la Guadeloupe avec. Et il faut porter des solutions à ce problème de retraite, et nous risquons d'aller vers une crise politique. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on y est déjà, mais on est au moins sur le seuil de la porte. Je ne suis pas là pour défendre Macron, hein, c'est pas pour quiconque. Mais au moins, Macron avait dit dans sa campagne électorale qu'il aurait eu à traiter le problème de la retraite et de passer la retraite à 65 ans. Il l'a dit de sa campagne électorale. Ce n'est pas un coup d'épée dans le dos. Et finalement, il est à 64. Il y a eu des compromis, il y a eu un projet gouvernemental et il y a eu des amendements. Et le projet aujourd'hui qui est à traiter, ce n'est pas le projet du gouvernement, c'est un projet consensuel avec un certain nombre d'amendements adoptés venant des uns et des autres, notamment du Sénat. Et il y a un projet qui a été accepté, mais ce n'est pas le projet du gouvernement. Donc, nous sommes dans la situation, est-ce qu'on va vers la dissolution de l'Assemblée nationale? Moi, je reste persuadé que nous n'y sommes pas encore. S'il y a censure. Nous n'y sommes pas encore. À mon avis, selon moi, ça va être une période difficile, perturbée, de la tourmente, une tempête, mais à mon avis, nous risquons d'avoir la censure rejetée. Il y a de bonnes chances que ce soit rejeté. Mais en fait, ce n'est pas gagné. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de plonger la France dans une situation difficile? Alors, maintenant, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, il y a M. Mélenchon qui disait que je dois être Premier ministre de la France au moment de la campagne électorale. On sent bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique de casser, de déboter. Il y a les institutions, il y a encore des outils hein, à la portée du gouvernement, mais à la portée de l'opposition aussi. Donc, on voit, c'est une volonté politique de casser le président. Maintenant, pourquoi pas hein, moi, comme je dis, hein, je ne suis pas attaché à X ou Y. Mais on sent que ce n'est pas un intérêt économique, ce n'est pas un intérêt social, ce n'est pas un intérêt budgétaire. Raphaël parlait il n'y a pas d'urgence budgétaire. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que si le projet est arrivé à ce stade et cause autant de problèmes dans le pays aujourd'hui, et que s'il n'y avait pas d'urgence, s'il n'y avait pas des intérêts pour pouvoir préparer la France à affronter l'avenir, à mon avis, le président ne se serait pas engagé. N'oublions pas aussi que cette réforme de retraite aurait dû être commencée, avoir commencé depuis au moins sous Mitterrand. Mitterrand n'a pas fait, Chirac n'a pas fait,
Enfin, Sarkozy a fait un petit peu. Il y a eu des tentatives, mais non. Sarkozy a fait un petit peu. Et Hollande n'y a pas touché. Et Macron, dans son premier quinquennat, n'a pas fait grand-chose. C'est maintenant, sachant que l'enjeu politique pour lui est peut-être moindre, il essaie de faire quelque chose pour préparer l'avenir de la France et la retraite, pour sauver la retraite par répartition. Maintenant, si les Français n'en veulent pas, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura pas de retraite par répartition. Il y aura un autre système à mettre en place. Est-ce que la France va sortir grandie? Ça, je n'en sais rien. Ce sera chacun pour soi, Dieu pour tous, le sauve qui peut, et la capitalisation en fonction des moyens. Oui, mais l'exemple quand même historiquement des dissolutions n'ont pas été très très positifs. Hein. Ah oui, non, on le sait. Je ne pense pas que ça sera vraiment la solution. Les conséquences après ont été catastrophiques. Non, on va vers des turbulences, on va des turbulences à long terme. À long terme. On vient d'abord à Nico, peut-être à René. Non. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est que quand même, c'est des problèmes de conception de société qui sont posés. Conception de société. Donc en fait, c'est des affrontements sur la conception même de la société et de l'organisation de la société et des solidarités à l'intérieur de la société qui sont posées au niveau de la France à l'heure actuelle. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que tu entends dans les argumentations que certains disent que l'argent, on aurait pu le trouver autre part que dans les 64 ans, passer de 60 à 64 ans et augmenter les annuités. Qui te disent qu'on aurait pu certainement augmenter les taux de cotisation, ce qui était acceptable pour les organisations syndicales, mais trouver le contrepoids dans tous les milliards de bénéfices qui se font, etc., etc., etc. Donc, si c'est des conceptions, nous avons un affrontement des conceptions des sociétés. Hein. On viendra sur cet aspect conceptuel, même quand on va se polariser un peu chez nous. D'enfants gâtés seulement. Oui, c'est plus. Alors, Nico. Oui. Tu as entendu la musique, le sma. Chacun a donné son avis. Alors, on voit bien que c'est le grand bordel à l'Assemblée nationale. Dans les rues, ça c'est le boum-boum, comme on peut dire. Alors, tu as ton regard, ton analyse. On aurait bien t'entendre là-dessus. Deux, trois choses assez simples pour qu'on soit d'accord un peu sur le diagnostic. Bon, parce qu'on peut discuter après. Oui. Mais si on n'est pas d'accord sur le diagnostic, ce n'est pas la peine de parler beaucoup. Le diagnostic sur la situation, c'est Raphaël qui l'a. Parce qu'il n'y a pas d'urgence financière et comptable à court terme de faire cette réforme-là. À court terme, d'accord. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on le dise aux gens. Hein? Après, on discute, hein? Mais il faut dire aux gens que comptablement, hein, dans le court terme, et même dans le moyen terme, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La question, c'est pour quelle raison le président est-il aussi pressé de nous faire croire que sa réforme, elle est nécessaire, elle est indispensable et qu'il n'y a pas d'autre moyen, hein, pour dire ça comme on est, pas d'autre moyen de financement que le fait de faire travailler plus certains. Et de prendre ce risque de l'injustice par rapport aux femmes, aux carrières courtes et tout ça. C'est ça qui est... La vraie question, c'est celle-là. Donc peut-être ça veut dire que, je suis désolé pour les macronistes, ça veut dire qu'on a un homme qui n'est pas à la hauteur de la situation. Ça, c'est grave. Parce qu'on aurait pu tout dire de lui et on pensait qu'il serait à la hauteur de la situation. Ce type-là n'est pas à la hauteur de la situation. Il a tué la gauche, c'est clair, et maintenant, il a un problème avec sa droite. Il a glissé vers la droite, et cette droite-là est en train de l'étrangler. Donc, il n'est pas à la hauteur de la situation. C'est pas, il est ni Machiavel, ni François Mitterrand. Donc, c'est ça notre problème. Donc, parce qu'en fait, ce n'est pas des députés dont il faut se débarrasser, c'est de Macron dont il faut se débarrasser. Si la France, à mon avis, si elle est capable de susciter quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, hein, peut-être une autre façon de gérer la nation, peut-être plus collective, avec un Premier ministre qui serait l'expression plus démocratique, avec une République qui ne donnerait pas tous les pouvoirs à un seul homme. Voilà, peut-être ça, c'est les vraies questions. Mais je crois très sincèrement, et je le dis avec gravité, non, Macron n'est pas à la hauteur de la situation, ça c'est clair. Et c'est lui le problème. La France a un problème, selon moi, c'est Macron. Alors, est-ce qu'il est là
pour nous faire passer de la vieille solidarité à la française qu'on a héritée de la Seconde Guerre mondiale, pour nous faire passer à un capitalisme plus sauvage, à une retraite par capitalisation, et puis passer par perte et profit, ce qu'est la France, je ne sais pas. D'ailleurs, lui-même a dit une chose grave, et je vais arrêter là, il n'y a pas longtemps, il a dit, sa réforme, il doit la faire voter parce que les marchés nous observent. Oui, ça c'est vrai. Alors, non, soyons sérieux. Alors, on y des millions de monde dans la rue là. Hein? Tu as réussi à mettre Berger contre toi. Berger qui est le réformiste type. On ne peut pas réformer sans réformiste quand même. Hein? Tu mets Berger contre toi et tu dis que ce qui t'importe, ce n'est pas la gravité de la panne de la démocratie, hein. C'est que les marchés te regardent et que les taux d'intérêt, le taux d'intérêt français de refinancement peut se dégrader et que l'économie de ceux qui dorment, comme dit Mitterrand, ceux qui s'enrichissent en dormant, peut avoir un problème. Non, non. Je crois sincèrement, fondamentalement, moi je crois que Macron n'est pas à la hauteur de la situation et que la France doit être capable de trouver notre solution. J'ai quelques pistes en tête, mais je crois qu'il faut que c'est la France qui a un problème, parce que son leadership n'est pas à la hauteur de la situation, franchement. Voilà donc ton interpellation. Je termine en fait ton interpellation. Ta question suscite sans doute d'autres. Alors voilà donc un jeune président jeune qui a été élu plus jeune de force, qui a affronté le Covid, qui a inventé le quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas, pour sauver les entreprises, qui a aussi affronté les gilets jaunes avec toute cette histoire de grand débat. Maintenant, on se trouve exposé au coup à la question de la retraite, réforme de la retraite, ça part dans tous les sens. Alors, Raphaël, c'est une question aussi qui se pose. Peut-on dire véritablement qu'un tel homme, tel individu, président de cet ordre-là, eh bien, qui n'est pas l'homme de la situation pourtant? Peut-on soutenir cette idée-là, n'est-ce pas? Quand j'écoute Nico tranquillement. Nico est dur, mais ça se comprend. Je voudrais revenir juste un petit peu en arrière, parce que je n'avais pas développé ma pensée par rapport à ça. La question, c'est les enfants gâtés de la République. On y viendra bien sûr. Alors, je vais gâter probablement par les 30 glorieuses précédentes qui ont amené une situation d'abondance, d'opulence, de facilité, de plein emploi. France Providence. Voilà. Et qui s'appuyait d'ailleurs sur la spoliation de tout le reste du monde. Bon, bref, et la domination extrême de l'Occident blanc, judéo-chrétien, etc. Bon, ils n'ont pas compris, ils se décrochent par rapport à ça. Macron est symbolique de la France qui ne comprend pas que le monde a changé. Mais pour l'histoire de gâté, je crois que c'est plus grave. On a bénéficié de cette portée, on était peut-être un peu gâté, mais c'est pas ça qui se joue. Ce qui se joue, c'est pas gâté ou pas gâté, c'est le fait que il y a des problématiques qui atteignent maintenant directement la démocratie et qui sont en train, alors là, de cette fois-ci, de gâter l'esprit démocratique dans lequel la Ve République s'était mise en place. Et ce qui arrive, et les faits sont tout à fait significatifs de ces dérèglements. D'ailleurs, quand je dis dérèglement, vous pensez tout de suite à l'économie de marché. Hein. Dérèglement, dérégulation, c'est l'économie de marché. Je crois que c'est la démocratie qui est en danger et qui se fragilise, qui se vulnérabilise à l'extrême. Alors, quelques pistes. La rue. Le statut de la rue, aujourd'hui, depuis déjà quelques temps, hein, on voit bien ce que depuis mai 68, hein, mais on voit bien que ça s'accentue, ça s'accélère. Hein, okay. Le statut de la rue, c'est quoi la rue? C'est une démocratie, c'est une forme d'opinion, c'est une forme de pouvoir. Il va falloir quand même qu'on s'interroge là-dessus. L'opinion publique, façonnée ou pas façonnée par les médias, par les influenceurs, par ceci, par cela, là encore, c'est quelque chose d'incroyable et qui impacte l'idée démocratique. Les gilets jaunes, l'expérience des gilets jaunes et de ce qu'ils ont obtenu dans le rapport de force pour obtenir quelque chose qu'ils n'obtenaient pas par ailleurs, c'est aussi quelque chose d'important. La fuite ou la chute ou la disparition totale avec la Macronie des corps intermédiaires. Alors, on a bien vu par rapport au Parlement, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner, mais ils ont été complètement disqualifiés. La disqualification d'ailleurs du Parlement.
hein, qui maintenant retrouve un petit peu de voix, et qui d'ailleurs, bien sûr, dans un jeu qui peut se comprendre de retour de flux et de reflux, est en train de... La règle du 49.3, qui est une règle démocratique, hein, mais quand on la voit par rapport à ce qui c'est à l'expression populaire, à l'expression de la rue, on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là? Mais c'est intéressant ce 49.3 parce que ça va nous donner une idée du détournement de la démocratie par le jeu des institutions, qui ne sont pas elles nécessairement démocratiques, puisque les institutions, c'est les bras armés de l'État. Ah oui. Donc ça veut dire quoi? La démocratie n'arrive pas à s'exprimer. Je ne parle même pas de la crise des fonctionnaires dont tu parlais, René. La démocratie n'arrive pas à passer par les voies traditionnelles. Et elle est en échec total. Total. Hein, au niveau des corps constitués, au niveau des... Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le pouvoir en place, parce que tout ça est une question de pouvoir, va utiliser les institutions pour faire passer par la bande, c'est le cas de le dire, ce qu'elle n'arrive pas à faire passer par le jeu normal du dialogue démocratique. Mais c'est gravissime. C'est un détournement, c'est une forfaiture, littéralement. Et donc, on a affaire à quelque chose où le choc se pose entre la démocratie représentative. Et on a vu que, bon, on dit Macron, Raymond, tu dis que Macron avait mis ça dans son projet, mais son type d'élection, c'est pas son projet, c'est pas ça. Hein. Son type d'élection, ça a été un maquignonnage pour pas laisser passer Marine Le Pen, soyons clairs, et avec 28%. Donc la démocratie représentative devient un conflit direct avec la démocratie des formes d'expression populaire, appelons ça comme ça, la rue et compagnie, et avec la démocratie institutionnelle qui peut faire passer sa loi ou des décisions indépendamment du jeu un petit peu machin. On est dans un marchandage, on est dans de l'économie, dans un marchandage insolite. Et ce marchandage insolite, alors je m'arrêterai là-dessus, signifie que le référentiel que nous avons en tête de la démocratie est attaqué maintenant par la dérégulation et par la déréglementation. Ça, c'est la loi du marché. La loi du marché, on aura une page publicitaire, donc vous voyez, les amis, le débat est très intéressant. Ou du marchandage d'ailleurs. Le débat est intéressant, hein, voyez-vous. On parlait de Français, les enfants gâtés des 30 glorieuses, de la situation post-30 glorieuses, gâtés de l'État-providence, et qui maintenant a affronté la dure réalité de la fin des abondances. Alors, nous allons passer à cette page publicitaire, me fait-on signe, comme on le dit, télé, pas magistrat publicité, et à tout à l'heure. On revient avec vous.